Avez-vous déjà ressenti ce poids silencieux, cette sensation étrange de ne pas savoir pourquoi certaines douleurs vous suivent, même dans les moments heureux, comme un écho lointain que personne n'entend, sauf vous? Peut-être que vous vous êtes souvent demandé « Pourquoi est-ce que je me sens si vide alors que rien ne manque ?» Ce vide-là ne vient pas d'un manque matériel. Il vient d'une faille plus ancienne, plus intime, que peu osent nommer, celle de l'amour maternel qui n'a pas su nourrir. Imaginez une petite fille, yeux grands ouverts, regardant sa mère sans jamais être vraiment vue. Elle fait tout bien. Elle range ses jouets. Elle sourit quand il faut sourire. Elle ne dérange pas. Chaque geste est un appel discret. Regarde-moi. Aime-moi. Et chaque jour qui passe sans réponse efface un peu de cet enfant-là. Elle devient l'enfant sage, celle qui ne pose pas de problème, celle qui apprend à ne pas ressentir pour ne pas déranger. Peut-être que cette petite fille, c'était vous. Il est difficile de parler de cette douleur sans se sentir ingrat. La société a mis sur un piédestal l'idée que toute mère est naturellement aimante, comme si c'était un instinct infaillible, un automatisme biologique. Mais l'amour n'est pas un réflexe, c'est une présence, un regard, une constance. Et quand cette présence est absente, quand le regard est froid, critique ou simplement distrait, l'enfant ne sait pas que c'est l'amour qui manque. Elle croit que c'est elle qui ne mérite pas. Et alors commence un apprentissage invisible, celui de se façonner pour mériter ce qui devrait être donné sans condition. On devient l'ombre de ce qu'on est, espérant qu'un jour, peut-être, en étant assez gentille, assez belle, assez forte, on obtiendra ce regard tant attendu. Mais ce regard ne vient pas, parce que la blessure ne vient pas de ce qu'on est, mais de ce qui n'a pas été. Ce vide se loge ensuite partout, dans la peur de déranger, dans le besoin d'être validé, dans le mal à dire non. Il se cache dans les silences que vous laissez passer, dans les sourires automatiques, dans l'incapacité à recevoir l'amour sans le douter. Et parfois, il se manifeste dans des choix répétés. Relations toxiques, amis qui jugent, partenaires distants. Parce qu'on rejoue, sans le savoir, la même scène encore et encore, espérant cette fois être assez pour être aimé. Ce n'est pas une histoire rare, c'est une réalité universelle, mais silencieuse. Parce qu'on n'ose pas dire que l'amour d'une mère peut faire mal. On n'ose pas regarder ce vide dans les yeux. Pourtant, c'est en le regardant qu'on commence à comprendre. Ce vide-là ne dit pas que vous êtes cassé. Il dit simplement qu'on vous a appris à croire que l'amour devait se mériter. Et ce mensonge-là, vous pouvez le défaire. Pas tout de suite. Mais maintenant que vous l'avez vu, il ne pourra plus se cacher. Vous avez déjà observé comment certaines douleurs s'installent dans votre corps comme un meuble ancien dont vous avez hérité sans le vouloir. Elles ne font pas de bruit. Elles ne demandent rien. Elles sont là, posées dans le salon de votre vie. Et vous avez fini par vous asseoir dessus comme si elles avaient toujours été là. C'est peut-être ce qui se passe avec cette vieille blessure, celle qui porte le nom de votre mère, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Il y a des mères qui frappent, qui crient, qui blessent avec des mots. Mais il y a aussi celles qui embrassent trop fort, qui contrôlent avec des sourires, qui vous étouffent sans jamais hausser la voix. Celles qui disent « je fais tout pour toi » pendant qu'elles vous privent doucement du droit d'exister par vous-même. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont parfois des femmes admirées, généreuses en apparence. Et c'est là que ça devient confus. Parce que quand l'amour fait mal, mais ressemble à du soin, comment peut-on le remettre en question? Beaucoup d'entre nous ont grandi dans cette confusion. Aimer sa mère tout en se sentant éteint en sa présence. Être son enfant, mais ne jamais vraiment être soi. On devient un reflet, une extension,
une vitrine. On apprend que pour garder sa place dans son cœur, il faut se faire petit, obéir, briller juste assez, mais pas trop. Et dans ce théâtre familial, il n'y a pas de place pour l'erreur, ni pour l'authenticité. Un jour, une femme m'a dit « Je ne sais pas qui je suis quand je ne suis pas en train d'essayer de plaire. » Cette phrase m'a frappé comme un cri ancien. C'était la voix d'une enfant à qui on avait appris que son existence devait toujours justifier son droit d'être aimée. Et aujourd'hui encore, adulte, elle continue à jouer ce rôle, même quand le rideau est tombé depuis longtemps. La blessure subtile est insidieuse. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles, mais elle déforme votre perception de vous-même. Elle vous fait croire que votre intuition n'est pas fiable, que vos besoins sont trop lourds, que votre voix est dérangeante. Elle vous pousse à douter de vous, à chercher chez les autres une permission d'exister. Et cette blessure, on ne la remet pas en question facilement, parce qu'elle vient parfois avec de beaux souvenirs, des moments de complicité, des gestes tendres. Mais même dans ces instants-là, une partie de vous savait quelque chose ne va pas, quelque chose manque. Et ce manque n'est pas un caprice, ni un excès de sensibilité. C'est le besoin fondamental d'être vu, tel que vous êtes, sans devoir vous adapter. Il faut du courage pour admettre que même une mère bien intentionnée peut blesser profondément. Il faut de la lucidité pour différencier l'amour authentique du contrôle déguisé. Et il faut de la tendresse, oui, de la tendresse, pour commencer à défaire les nœuds, un à un, et s'asseoir enfin dans un espace où votre présence suffit, sans condition, sans performance. Imagine un instant que l'on t'offre une clé, une toute petite, rouillée, sans indication. Tu ne sais pas ce qu'elle ouvre, mais tu la prends, par instinct. Ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'elle ouvre une porte en toi. Une porte que tu as appris à garder fermée, bien verrouillée, parce qu'un jour, y entrer faisait trop mal. Derrière, ce ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des façons d'aimer, de te défendre, de douter, qui ont toutes un point commun. Elles ont été construites autour de la blessure maternelle. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu tombes encore et encore sur les mêmes types de relations. Pourquoi tu t'accroches à des gens qui te donnent peu ou qui partent dès que tu baisses ta garde. C'est presque comme si une partie de toi cherchait inconsciemment à rejouer un vieux scénario. Et ce scénario, il ne commence pas avec tes partenaires. Il commence avec elle, avec celle qui, dès le début, t'a appris ce que aimer voulait dire. Quand on est enfant, on ne réfléchit pas à l'amour. On le ressent, on le guette. On le mesure dans les silences, les gestes, l'attention. Et si l'amour arrive de manière instable, confuse ou douloureuse, on ne remet pas ça en question. On se remet en question soi. On se dit, si elle ne m'aime pas comme je le sens, c'est peut-être que je ne le mérite pas. Et cette conclusion s'inscrit en profondeur, si fort qu'elle devient une vérité silencieuse, mais agissante. Alors on grandit avec des radars internes. On devient ultra attentif à ce que l'autre ressent, prêt à se plier, à s'effacer, à deviner ce qu'il faut être pour ne pas perdre l'amour. Et dans tout ça, on oublie qu'aimer ne devrait jamais demander autant de peur. Qu'aimer ne devrait pas être une épreuve de mérite. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas instable. Tu as simplement appris très tôt à aimer depuis un terrain instable, à danser sur une corde raide pour mériter l'attention. Ce que tu prends pour une faille de caractère est souvent un mécanisme de survie affective. Un héritage d'un amour qui t'a appris que ta valeur dépendait de ton adaptation. C'est là que le vrai travail commence. Pas pour rejeter ta mère, ni pour effacer le passé, mais pour comprendre que ces schémas, ces peurs, ces réflexes ne sont pas qui tu es.
ce sont des réponses, des stratégies de l'enfant que tu étais. Et cet enfant mérite aujourd'hui qu'on vienne le chercher, qu'on lui dise « Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, tu n'as plus besoin d'aimer dans la peur. » Peut-être que cette clé rouillée, c'est juste ça, une permission de rouvrir la porte. Pas pour revivre la douleur, mais pour choisir, enfin, un autre scénario. Il y a des jours où ce n'est pas une pensée qui te réveille, mais une sensation, un poids dans la poitrine, une tension dans le ventre, quelque chose d'indéfinissable, mais familier. Tu ouvres les yeux, tu te lèves, tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais en sourdine, une partie de toi sent qu'elle joue un rôle. Tu souris, tu parles, tu avances, mais il manque quelque chose. L'accord entre ton monde intérieur et l'image que tu montres au monde. Et si tu y prêtais attention, tu réaliserais que cette distance entre les deux ne date pas d'hier. Très tôt, on apprend à performer. Pas sur une scène, mais dans la vie. À être celle qu'on attend. Celle qui ne fait pas trop de bruit. Celle qui réussit. Celle qui tient bon. Cette version de toi, construite couche après couche, Jung l'appelait la persona. Ce masque social qui t'aide à t'adapter, à fonctionner, à être accepté. Mais sous ce masque, il y a une voix plus ancienne, celle que tu as rangée très tôt parce qu'elle faisait désordre. Et aujourd'hui, elle frappe doucement à la porte. Peut-être que cette voix, tu ne l'entends plus clairement. Tu la sens surtout dans les moments de vide, dans ces instants où tout semble aller bien, mais où tu ne ressens rien. Ce n'est pas que tu es insensible, c'est que tu t'es trop longtemps coupé de ce qui brûlait en toi, parce qu'exprimer ces choses-là aurait mis en péril l'amour reçu, parce qu'il fallait être forte, sage, douce, et ne jamais, jamais décevoir. Mais ce qu'on refoule ne disparaît pas, ça s'enfouit, et ça ressurgit sous d'autres formes. Anxiété, colère inexpliquée, crise de larmes, fatigue émotionnelle. Ces réactions-là, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages. L'ombre, comme l'appelait Jung, n'est pas un monstre intérieur. C'est la somme de tout ce qu'on a dû cacher pour survivre. C'est cette part de toi qui, faute d'espace, hurle dans le silence. Imagine une jeune femme qui, toute sa vie, a mis ses émotions sous verre. Elle est toujours souriante, organisée, fiable. On l'admire pour sa maîtrise. Et pourtant, quand elle est seule, elle pleure sans savoir pourquoi. Elle se déteste d'être aussi émotive, aussi fragile. Mais en réalité, ce qu'elle ressent n'est pas de la fragilité. C'est une vérité trop longtemps muselée qui tente de remonter à la surface. Reprendre contact avec ton ombre, ce n'est pas sombrer. C'est t'autoriser à redevenir entière, à ne plus choisir entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Ce n'est pas un combat contre toi-même, c'est un retour vers cette version oubliée de toi, celle qui pleurait pour de vrai, qui criait, qui avait faim de liberté. Et dans ce retour, il n'y a rien à prouver, juste à écouter. Et parfois, à pleurer enfin les larmes qu'on a interdites pendant trop longtemps. Tu t'es déjà demandé pourquoi, parfois, tu réagis de manière si intense à des choses qui paraissent banales aux yeux des autres. Une remarque, un silence, un simple changement de ton, et tout ton corps se tend. Tu essaies de garder ton calme, mais à l'intérieur, quelque chose panique, s'agite, se recroqueville. Ce n'est pas rationnel, c'est nerveux, automatique. Comme si ce n'était pas toi, l'adulte, mais un autre toi, plus petit, plus vulnérable, qui prenait soudain toute la place. C'est ce qu'on appelle un déclencheur. Et bien souvent, ce déclencheur est lié à ton passé, non pas à un événement unique, mais à un schéma affectif que tu as intégré sans t'en rendre compte. À chaque fois que tu as ressenti que ton amour n'était pas suffisant,
que ta présence dérangeait, que ton émotion était de trop. Ce n'est pas un souvenir figé, c'est une empreinte. Elle reste logée dans ton système, comme un logiciel qui tourne en arrière-plan, prêt à s'activer dès qu'un élément lui ressemble. Carl Jung parlait de ces zones sensibles comme de complexes, des noyaux émotionnels autonomes qui réagissent à notre place, comme si une vieille douleur prenait soudain le contrôle. Et dans le cas de la blessure maternelle, ce complexe s'active souvent dans nos relations les plus intimes. Pas parce qu'on aime mal, mais parce qu'on aime avec un cœur qui n'a jamais été rassuré. On aime en mode alerte, en mode réparation, et parfois même en mode survie. Il y a une femme, par exemple, qui entre en panique chaque fois que son compagnon met de la distance. Il ne part pas, il ne la rejette pas, il respire. Mais pour elle, c'est l'abandon qui revient, l'écho d'une mère absente émotionnellement. Et son corps réagit comme si elle avait 5 ans de nouveau, cherchant désespérément des bras qui ne viendront pas. Chez une autre, c'est l'inverse. Elle fuit dès que quelqu'un s'approche trop. Elle aime, oui, mais pas trop près. Elle pose des murs invisibles. Elle garde le contrôle. Elle protège ce qu'elle croit être son autonomie. Pourtant, au fond, ce n'est pas de l'autonomie. C'est une peur immense que l'amour devienne une prison. Parce qu'enfant, l'amour qu'on lui donnait était conditionnel, étouffant, sans espace pour respirer. Ces réactions ne sont pas des choix conscients. Ce sont des stratégies de l'enfant blessé en nous. Et tant qu'on ne les reconnaît pas, elles décident pour nous. Elles choisissent nos partenaires, sabotent nos bonheurs, entretiennent nos dépendances. Elles rejouent l'histoire, encore et encore, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Mais le simple fait de voir le mécanisme, de dire « Ah, ce n'est pas moi maintenant qui réagit, c'est cette part de moi qui a appris à se protéger comme ça », change tout. Parce qu'à partir de là, tu peux commencer à répondre différemment. Non pas en supprimant la réaction, mais en l'écoutant avec maturité. En disant à ton enfant intérieur « Je suis là. Cette fois, tu n'es pas seul. Il y a des vérités qu'on découvre sans bruit. Pas dans les cris ni dans les grandes révélations. Elles arrivent dans des moments ordinaires. Quand tu poses une limite et que ton cœur bat à toute vitesse. Quand tu dis « non » pour la première fois sans t'excuser. Quand tu ressens de la colère envers ta mère et que tu ne la repousses pas. Ces instants, aussi discrets soient-ils, marquent le début d'un déplacement intérieur. Un déplacement lent, mais irréversible. Tu cesses d'attendre d'elle ce qu'elle n'a jamais pu te donner. Ce moment-là est déroutant, parce qu'une partie de toi a toujours espéré, même inconsciemment, une reconnaissance, un pardon, un geste. Et renoncer à cette attente, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est cesser de le mendier. C'est comprendre, avec douceur mais lucidité, que certaines réparations ne viendront pas de l'extérieur. Que la libération commence là où tu acceptes de ne plus dépendre d'un changement qui n'arrivera peut-être jamais. Il y a une étape que peu de gens osent franchir. Celle d'admettre que leur mère ne changera pas comme ils le voudraient, pas de la façon dont ils auraient eu besoin. Et ce deuil-là est l'un des plus douloureux, parce qu'il vient toucher à la racine même de ton besoin d'amour. Mais il est aussi l'un des plus puissants, parce qu'il te redonne la responsabilité, non pas la faute, mais la responsabilité de ce que tu choisis de faire maintenant avec ce vide. Un jour, j'ai entendu cette phrase. Tu ne guéris pas quand elle s'excuse. Tu guéris quand tu arrêtes d'espérer qu'elle s'excuse. Cette phrase m'a fait mal. Puis, elle m'a libéré. Parce qu'en réalité, cette attente-là te maintient coincé dans une dynamique de dépendance émotionnelle. Elle te garde enfant, regardant toujours vers la même source, oubliant
que tu peux aujourd'hui en créer une autre. Et ce n'est pas un processus immédiat. Il faut du courage pour écrire une lettre à sa mère sans filtre, pour dire enfin tout ce qui a été retenu pendant des années, pour sortir la colère, la tristesse, la déception, pas pour la blesser, mais pour te libérer. Il faut du courage aussi pour ensuite refermer cette lettre, la brûler peut-être, et décider de tourner la page sans l'avoir reçue en retour. Mais dans cet acte, aussi symbolique soit-il, tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta voix, et tu t'offres ce que tu attendais depuis toujours. Un espace pour être toi, sans devoir lutter. Un espace où ton histoire ne t'efface plus, mais t'éclaire. Où ton passé ne décide plus de ta manière d'aimer, de poser tes limites, de vivre ton intimité. Et si, en te regardant dans le miroir, tu sens que tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour être aimé, alors tu sauras que tu es déjà en train de guérir. Certains héritages ne passent pas par les mots, mais par le silence. Pas parce qu'on t'a dit, mais parce qu'on ne t'a jamais appris à sentir. Tu es peut-être devenu adulte sans jamais vraiment comprendre pourquoi tu fais toujours passer les autres avant toi. Pourquoi tu étouffes ta propre voix. Pourquoi tu n'oses pas occuper de l'espace. Ce n'est pas un manque de confiance. C'est une loyauté invisible. Une fidélité muette à une douleur qui ne t'appartient pas entièrement, mais que tu continues à porter comme un fil tendu entre les générations. Tu crois peut-être que c'est toi le problème, que tu es trop exigeant, trop fragile, trop instable. Mais que se passerait-il si tu réalisais que ce trop n'est que l'écho d'un amour que tu n'as jamais reçu correctement? Que ton comportement d'aujourd'hui est souvent une tentative, inconsciente, de réparer ce qui s'est brisé bien avant toi. Et pire encore, que sans le savoir, tu es peut-être en train de transmettre cette blessure à ceux que tu aimes. Beaucoup de femmes, devenues mères à leur tour, portent cette peur immense. Et si je devenais comme elles? Elles veulent faire différemment, faire mieux. Elles veulent être présentes, douces, fortes, disponibles. Mais dans cette quête de perfection, elles s'épuisent. Parce qu'en réalité, elles ne cherchent pas seulement à aimer leur enfant. Elles essaient de réparer la fille qu'elles ont été. Elles cherchent à se guérir à travers leur rôle de mère. Et souvent, cette pression devient une autre forme de déconnexion. Tu t'annules pour être parfaite. Tu surprotèges par peur de reproduire. Tu fais tout, sauf te permettre d'être humaine. Et ton enfant, lui, n'a pas besoin d'une mère parfaite. Il a besoin d'une mère vraie. D'une mère qui sait dire « j'ai eu mal » et qui transforme cette douleur au lieu de la transmettre. Il y a une histoire que j'ai entendue un jour. Une femme racontait que sa mère lui disait toujours « Je me suis sacrifiée pour toi ». Elle l'a entendue si souvent que devenue mère elle-même, elle répétait inconsciemment ce schéma. Se sacrifier, s'effacer et attendre en retour de la reconnaissance, de l'amour. Mais un jour, en entendant sa propre fille lui dire « Maman, je ne veux pas que tu souffres pour moi », elle a compris. Elle a compris que l'amour véritable ne demande pas de se nier. Il demande d'être présent, pas d'être martyr. Briser ce cycle, ce n'est pas rejeter ce qu'on t'a transmis. C'est choisir ce que tu veux garder. C'est poser un regard adulte sur ton passé et dire « Jusqu'ici, ça s'est répété. Mais avec moi, ça s'arrête. » Tu peux changer le cours de ta lignée en guérissant ce qui t'a blessé. Et ce n'est pas un poids supplémentaire. C'est ton plus grand acte d'amour. Pour toi, pour tes enfants, pour ceux qui viendront après. Il y a une voix en toi que tu as peut-être oubliée. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle a été recouverte, peu à peu, par toutes celles des autres. Par ce qu'on attendait de toi, par ce qu'on t'a imposé d'être. Cette voix-là, c'est celle que tu avais quand tu étais encore entière,
avant de savoir qu'il fallait plaire, avant de comprendre qu'il fallait se modeler pour être aimé. Elle existe encore. Elle chuchote quand tu es seul, quand tu es fatigué de faire semblant, quand tu es à bout sans vraiment savoir pourquoi. Et dans ces moments-là, tu ne manques pas d'amour. Tu manques de toi. L'enfant en toi ne demande pas une mère parfaite. Il ne veut pas qu'on réécrive l'histoire. Il veut être reconnu. Il veut qu'on vienne le chercher là où il est resté, figé dans le temps, encore suspendu au moment où il a compris que son authenticité était un problème. Tu sais peut-être très bien ce que tu devrais faire. Tu lis, tu écoutes, tu comprends. Mais rien ne bouge tant que cette part de toi reste ignorée. Parce que c'est elle qui détient la clé de ton intégrité. Un jour, une thérapeute m'a dit « Ce n'est pas toi l'adulte qui a besoin d'aide aujourd'hui. C'est l'enfant en toi qui n'a jamais eu la chance de parler. » Et ce jour-là, j'ai cessé d'essayer de devenir quelqu'un de nouveau. J'ai commencé à écouter celui que j'avais laissé derrière. C'est un renversement. Ce n'est plus une quête vers l'extérieur. C'est une descente vers l'intérieur. Alors, parle-lui. Oui, vraiment. Écris-lui. Imagine que tu le rencontres, dans une pièce, assis sur un banc, les jambes qui balancent dans le vide. Regarde ses yeux. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il attend encore qu'on lui dise qu'il est suffisant tel qu'il est? Dis-lui ce qu'il n'a jamais entendu. Raconte-lui que ce n'était pas sa faute, que le silence, le rejet, l'absence d'affection n'avaient rien à voir avec sa valeur. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Tu pleureras peut-être, tu trembleras, mais ce sont des larmes anciennes, des tremblements anciens. Ils viennent de loin. Et à chaque fois que tu les accueilles, sans les repousser, c'est une miette d'amour que tu te rends à toi-même. Ce processus, ce n'est pas une méthode, c'est une rencontre. Tu n'as rien à forcer. Il suffit d'être là, disponible, sincère. C'est ainsi que tu commences à reconstruire quelque chose de fondamental. Ta relation avec toi. Pas avec l'image, pas avec la version adaptée, mais avec l'essence. Avec cette part de toi qui n'a jamais cessé d'espérer, même dans le silence. Elle est toujours là, elle t'attend, et cette fois, tu ne la laisseras plus seule.